Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Philippe Fontana. Bonjour. Alors, vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes auteur de La vérité sur le droit d'asile aux éditions de l'Observatoire et vous écrivez dans votre livre, donc 150 000 demandeurs sont déboutés, la majorité demeure sur le territoire avec la complicité d'un système. Alors on va voir quel est ce système. Un système qui les encourage à venir et qui les encourage surtout à rester. Un système que vous qualifiez de dévoyé, de coûteux et de militant. Alors on va voir déjà pourquoi il a été dévoyé ce droit d'asile, parce que vous expliquez que dans les années 80 finalement il y avait un nombre restreint de demandeurs, qu'il y avait un véritable droit d'asile et qui aujourd'hui est devenu un droit d'asile pas seulement politique mais économique, et puis on va voir pourquoi plus largement le droit d'asile a été ouvert. Oui, il y a une véritable substitution, puisque jusque au début des années 70, il y avait 1600 demandeurs d'asile par an. Ça, c'est le chiffre pour l'année 1973. En 2022, il y a 156 000 demandeurs d'asile en France. Donc il y a une substitution avec un volume extrêmement important. Et la troisième caractéristique du système aujourd'hui, c'est l'impuissance totale de l'État. En fait, l'État paye, mais ne commande pas. Oui, c'est ça. L'État paye et ne commande pas. Il laisse notamment la commande soit aux juridictions supranationales comme européennes, soit aux associations, mais on reviendra là-dessus. Alors, comment ça se fait-il qu'il y ait une explosion comme ça du nombre de droits d'asile en l'espace de 40 ans C'est-à-dire qu'avant, c'était véritablement une exception, et aujourd'hui, c'est plus une exception parce qu'on est à plus de 150 000 par an. Ce n'était pas tellement une exception, c'était l'application du droit sacré qui existe dans toutes les civilisations, qui a été constitutionnalisé en France. Tout combattant de la liberté a le droit d'asile en France. C'est le préambule de la Constitution de 1946, en octobre 1946. C'est présent dans la Constitution de la Ve République. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1974-1975, vous savez qu'il y a eu un arrêt théorique de l'immigration de travail en France, puisqu'on partait des 30 glorieuses pour arriver à un cycle qui était plus délicat au niveau économique. Et on sait très bien que l'immigration en France, durant cette période, était purement économique. Et donc, pour venir en France, il y a eu cette substitution où le demandeur d'asile n'était plus un véritable demandeur d'asile animé d'intention de fuir son pays pour des raisons de persécution politique ou autre, on y viendra sur le champ d'application de l'asile, mais il souhaitait venir en France pour des raisons économiques. Et lorsque vous me dites que le droit d'asile, c'est des sans-papiers, non, bien au contraire, c'est toute personne qui arrive en France de manière irrégulière va voir son séjour régularisé par une simple demande d'asile. Vous pouvez venir en France sans passeport, sans aucun titre de séjour, et le simple fait de demander d'asile vous rentre dans une machine qui est extrêmement bénéfique parce que vous êtes logé, quasiment choyé, nourri par des associations, et celui qui va décider du bien fondé de votre demande d'asile, c'est d'abord un établissement public, donc vous pourriez croire que c'est l'État, mais pas du tout, parce que l'État a abdiqué ses responsabilités et laisse les rapporteurs de l'OFPRA décider qui va avoir le bénéfice de l'asile. Et ensuite, vous avez la CNDA, qui est une juridiction, alors non pas supranationale, mais en dehors, qui est totalement indépendante et qui va donner des jurisprudences assez loufoques, assez loufoques. Et surprenantes dans le sens que, par exemple, une Malienne qui est l'objet d'un mariage forcé va obtenir l'asile, puisqu'elle fait partie d'un groupe social déterminé, et la CNDA va considérer, et ça j'ai plusieurs jurisprudences, on pourra y revenir dessus si vous le souhaitez, qu'elle bénéficie du droit d'asile en France. Alors, sachant que vous avez 30% des populations subsahariennes, en tout cas des femmes, qui font l'objet d'un mariage non pas arrangé, mais forcé, vous imaginez l'accroissement du volume que pourrait
devenir l'effectivité du droit d'asile en France. Donc, vous avez ce dévoiement, puisqu'on passe d'un caractère sacré à un caractère économique. Dévoyer, c'est le fait de profiter d'un système, puisque les fins ne sont pas les mêmes. Ensuite, vous avez le volume, je viens de vous le décrire, et ensuite, vous avez l'impuissance de l'État, puisque pour l'État, ça nous coûte plusieurs milliards. Je pourrais le détailler sur la question du logement, des demandeurs d'asile, et l'État n'arrive pas à avoir la main dessus, puisqu'en plus, il le délègue à des associations. Et enfin, l'impuissance de l'État se manifeste lorsque 60% des demandeurs d'asile sont déboutés de cette demande d'asile et que l'État n'arrive pas à mettre en œuvre les OQTF. Parfois, il ne délivre même pas de OQTF. L'OQTF, c'est l'obligation de quitter le territoire français. Et lorsqu'il prononce un OQTF, seulement 5,5% de ces OQTF sont mis en œuvre. Donc, ce tableau apparaît sans doute un peu apocalyptique, mais il est réel. Je n'invente rien. Je n'essaye pas de gonfler la difficulté du dévoiement d'asile. C'est un système qui se dévoie de plus en plus. Je vous donnais le chiffre de 156 000 demandeurs d'asile en France en 2022. En 2023, les autorités s'attendent à 200 000 demandeurs d'asile. Oui, donc les projections ne sont pas bonnes. Et justement, je voulais revenir avec vous sur cette augmentation des jurisprudences pour le droit d'asile. Vous avez parlé notamment de cette jeune femme malienne, mais il y a aussi des persécutions qui sont de plus en plus élargies. Persécutions en fonction du groupe social, racial, on en a parlé, mais aussi en fonction des minorités sexuelles. Donc finalement, on se rend compte que toute personne finalement a une bonne raison de demander le droit d'asile quand il vient d'un pays africain ou un pays du Maghreb. Finalement, c'est assez facile de trouver une raison de venir, une raison qui pourrait jouer en faveur du droit d'asile pour ces personnes qui veulent rentrer en France. Oui, alors non seulement cette jurisprudence existe, mais derrière, c'est un véritable combat idéologique qui se livre. Lorsque le président du Conseil général, territorial, de la Gironde subventionne SOS Méditerranée. C'est une ONG qui est accusée, pas par moi, mais par Frontex, de faire le taxi pour les migrants en Méditerranée. Eh bien, il explique, il justifie cette subvention par le fait qu'il y a de plus en plus de misère, il y a de plus en plus de catastrophes climatiques, et donc que cette subvention vise à amoindrir, à soulager cette misère. Donc, en fait, il faut bien se rendre compte qu'il y a deux positions. Il y a ceux qui considèrent que l'État, et en France c'est l'État-nation, dispose de frontières, et ceux qui, comme le député européen Carême, dont je parle dans mon livre, expliquent qu'il n'y a plus de frontières. Et il y a la volonté de la part de ces associations animées par une véritable idéologie de ne plus faire la différence entre la France et le reste du monde. Et à ce moment-là, ces associations sont extrêmement contentes, elles le savent, d'utiliser l'asile comme vecteur de migration. En fait, l'asile a toujours été différencié en France de la migration. L'asile, c'est cette particularité dont je vous parlais, qui était en dehors. D'ailleurs, quand le Parlement vote une loi, ça s'appelle une loi asile et migration. L'asile n'est pas une composante de la migration. Bien sûr, lorsqu'une personne vient en France, évidemment qu'elle immigre. Donc, c'est un aspect qui est très différent de la migration classique, économique, estudiantine, humanitaire, regroupement familial que l'on peut avoir par ailleurs. Alors justement, vous avez parlé du droit européen, mais aussi du droit français. Alors pourquoi le droit, la justice française est particulièrement laxiste par rapport au droit d'asile? Vous l'avez dit, il y a seulement 60% sont déboutés, mais finalement, on se rend compte qu'ils arrivent à se faire une place en France, à trouver un travail. Et là, c'est de plus en plus difficile de les expulser. Il y a seulement 5,5% d'OQTF, vous l'avez dit, en 2021, qui ont été exécutés. Pourquoi la justice française est autant laxiste? Alors, c'est difficile de parler de justice française,
car je vais vous faire je vais un peu détailler le parcours d'un demandeur d'asile à son arrivée en France. Bon, d'abord, il arrive en France. La plupart arrivent de façon irrégulière. Vous savez, pour rentrer sur le territoire d'un État, il faut avoir son accord. Justement, c'est ça la question de la frontière. Bon, même si de nombreux pays sont exemptés de visa pour entrer sur le territoire national, au moins l'État sait à peu près qui vient et qui repart de son territoire. Là, la personne arrive, elle franchit une frontière, parfois avec l'aide d'une association, et je l'explique dans un des chapitres du livre sur l'exemple de Briançon. Elle arrive, elle est portée, parfois même des associatifs vont aider le futur demandeur d'asile à franchir la frontière. Les associations vont les accueillir, et ensuite, ça c'est l'action militante, et puis il y a le rôle qui est dévolu à ces mêmes associations par l'État. Donc le migrant arrive, il demande l'asile. D'abord, il arrive à la SPADA, c'est une structure de premier accueil qui est tenue par une association. Ensuite, il va se rendre à la préfecture, et c'est là le seul moment où l'État a, entre guillemets, la main dessus. Oui. C'est-à-dire qu'il va passer les empreintes palmaires du demandeur d'asile dans un fichier Eurodac, qui va déterminer si c'est la première fois qu'il rentre en France, si c'est la première fois qu'il demande l'asile, ou s'il n'est pas sur la procédure Dublin. Dans ces cas-là, il est théoriquement réorienté vers l'État où il a demandé l'asile en premier. Bon. Ensuite, l'État va lui donner, tenez-vous bien, un titre de séjour. Il y a une différenciation entre les pays d'origine sûrs, ça c'est du droit européen, et les pays qui ne sont pas sûrs. Bon, les pays d'origine sûrs, ils ne sont plus que 13 aujourd'hui, sachant que les associations ont attaqué la liste déterminée par le conseil d'administration de l'OFPRA, et le Conseil d'État a rendu un arrêt il y a 2-3 ans qui excluait 3 pays africains de la liste des pays d'origine sûrs, c'est-à-dire le Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays quand même dans lequel de nombreux Français passent leurs vacances. Le Bénin, qui est quand même le quartier latin de l'Afrique, où le président de la République a effectué une visite il n'y a pas si longtemps. Et le Ghana. Pays d'origine sûre, c'est, suivant la législation française, l'OFPRA n'a que 15 jours pour se déterminer. Donc l'OFPRA, j'anticipe un peu, c'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Comme je vous disais, c'est un établissement public. Donc établissement public, normalement, c'est, je schématise un peu, mais aux ordres de l'exécutif. Et là, pas du tout, parce que vous avez des officiers de protection. Et les officiers de protection déterminent eux-mêmes si la personne peut obtenir l'asile au titre soit de la Convention de Genève, soit de la protection subsidiaire, qui a permis d'étendre considérablement le champ d'application du bénéficiaire de la protection internationale. Et donc, l'OFPRA va travailler sur des connaissances qu'elle a des zones de conflit. Par exemple, auparavant, la demande d'asile, c'était uniquement conventionnel. Toute personne qui s'estime persécutée en fonction de sa race, de sa nationalité, de l'appartenance à un groupe social déterminé. Ça comprend aussi les minorités sexuelles, comme vous l'avez rappelé. Et après, vous avez la protection subsidiaire. C'est le fait d'être exposé dans son pays à la peine de mort, à des tortures et surtout à la guerre. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays comme la Syrie et l'Afghanistan, ou le Soudan, ou l'Érythrée. Il n'y a même plus besoin d'exciper d'une menace individuelle. Vous êtes sur un théâtre d'opération de guerre. Il y a une violence intense, une violence aveugle, et à ce moment-là, vous pouvez aller en France et obtenir une protection internationale, c'est la protection subsidiaire. Donc je reviens à cette personne qui demande l'asile, et imaginons qu'elle provienne d'un pays d'origine sûre. Donc je vous disais, il n'y en a que 13, c'est-à-dire grosso modo les pays de l'ex-Yougoslavie, l'Inde, et on se demande pourquoi tous les autres pays ne sont pas d'origine sûre. Donc là, théoriquement, l'OFPRA a 15 jours pour se déterminer. 15 jours, c'est rien, et elle n'y arrive jamais. En fait, c'est... la moyenne, c'est 5-6 mois, vous imaginez. Donc, on passe de 15 jours à 5-6 mois, et l'État lui donne une autorisation provisoire de séjour, c'est-à-dire une attestation de la demande d'asile qui, elle, très curieusement, va durer 10 mois. Et au bout de 6 mois, si l'OFPRA ne s'est pas prononcé, dans ces cas-là, le demandeur d'asile va pouvoir travailler
En pratique, il arrive dans un cadastre, c'est-à-dire un centre d'accueil du demandeur d'asile géré par une association, c'est l'État qui paye. Et la plupart des demandeurs d'asile, parce que ce sont en réalité des demandeurs d'asile animés par des raisons économiques, vont tout de suite travailler de manière clandestine, de manière illégale, parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de travail. Ouais. Et au bout de 6 mois, ils vont pouvoir régulariser leur situation au niveau du travail. Mais en tout cas, ils ont la régularité de leur séjour en France. C'est pour ça que c'est ce dévoiement que j'essaye de bien faire comprendre à nos auditeurs. Pour venir en France, il faut un visa. Pour séjourner en France, il faut avoir un titre de séjour. Mais l'asile, c'est franchement le passage assuré pour tricher. Je vais vous raconter une anecdote. Un Ivoirien en situation irrégulière appelle le 115 parce qu'il a besoin de se loger. Et le 115 lui demande « Bon, quelle est votre situation ?» et lui pose la question « Est-ce que vous avez un enfant ?»« Oui, j'ai un enfant. » « Quel est son sexe ?»« Ah, c'est un garçon. »« Ah, dommage, si ça avait été une fille, vous auriez pu solliciter l'asile en estimant que votre fille pouvait être victime d'une excision dans son pays d'origine et vous auriez eu toutes les chances de l'avoir. » C'est vrai qu'il y a cette jurisprudence de l'OFPRA et de la CNDA pour une Ivoirienne, pour une Malienne, très précisément pour l'ethnie des Malinqués. Ils sont tout documentés, c'est un travail extraordinaire qu'ils font, mais que j'estime dévoyé. Vous êtes une Malinquée, vos parents viennent en France, ils se prévalent du fait que dans leur propre ethnie, leur fille peut être victime d'une excision, ils obtiennent l'asile en France, et même, je vais vous dire, il y a par un tour de passe-passe, s'ils ne l'obtiennent pas, ils peuvent le demander à nouveau pour leur fille en tant que représentant de leur fille mineure. Donc il y a un certain nombre de passe-passe juridiques. Oui, de combines. Oui, c'est une... J'emploierai pas le terme qui est évidemment réel, j'emploierai le terme de passe-passe. Il n'est pas très difficile en France d'obtenir l'asile. Et encore une fois, c'est une volonté idéologique parce que j'en parle dans mon livre. Pascal Brice, qui est un militant socialiste, que j'ai eu l'occasion de croiser lors des débats, lui se vante. Il est devenu directeur général de l'OFPRA en 2012. Il se vante d'avoir fait passer l'obtention de l'asile de 9% à 30%. Moi, je dis de 12 à 25%. Mais c'est vrai qu'avant son arrivée, les personnes qui sollicitaient d'asile, seules 10% d'entre elles obtenaient ce droit de la part de l'OFPRA. Donc vous voyez, il y a quand même eu un changement aujourd'hui entre l'OFPRA, qui est beaucoup plus souple, la CNDA, qui considère qu'un Tchétchène condamné pour des faits de terrorisme en France doit continuer à bénéficier de l'asile, vous voyez que le champ de l'application de l'asile est extrêmement vaste. Et ce n'est qu'un début à mon sens. Alors justement, dans votre livre, Philippe Fontana, La vérité sur le droit d'asile, aux éditions de l'Observatoire, vous parlez aussi de la jurisprudence européenne et la perte de la maîtrise des frontières françaises, notamment avec le pacte migration et asile de l'UE. Donc déjà, la France a du mal à gérer ses frontières et avec ce nouveau pacte, elle va être de moins en moins maître en fait, de trier ou non ces demandeurs d'asile. Bon, je n'emploierai pas le terme de trier que je vous laisse, mais il correspond néanmoins à une certaine réalité. C'est vrai que la question européenne est une question qui doit attirer toute notre attention, puisque nous-mêmes, la France, nous n'avons pas de frontières extérieures avec d'autres pays que ceux membres de l'Union européenne ou d'un système économique. Je veux parler évidemment de la Suisse. Donc nous ne sommes pas confrontés, contrairement à l'Espagne, à l'Italie, à la Grèce, à un afflux de demandeurs d'asile. En 2022, je vous parlais des chiffres français, il y aura eu presque 1 million de demandes d'asile sur le territoire de l'Union européenne. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on exerce notre souveraineté comme avant 90, c'est-à-dire le début des accords de Schengen et de Dublin, 90-95 pour être précis, soit on essaye de mettre en œuvre une véritable coopération avec nos partenaires de l'Union européenne. Je ne cache pas qu'en pratique, celle-ci est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Mais
Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Moi, je ne veux pas parler d'une souveraineté européenne qui est un oxymore pour moi, mais au moins une coopération avec l'Italie, avec la Grèce. Mais pour moi, cette coopération devrait plutôt prendre une aide à la sauvegarde de leurs frontières, mais vous parlez du pacte asile et migration, c'est un vieux serpent de mer. Le premier, daté de 2016, il n'a jamais été mis en œuvre. Le deuxième, impulsé par Ursula von der Leyen, eh bien, il date quand même de 2020 et le Parlement essaye d'avancer à marche forcée. Il faut bien comprendre que les institutions européennes, c'est un dialogue qu'on appelle le trilogue entre, d'une part, le Parlement européen, qui a beaucoup plus de pouvoir que dans les années précédentes, la Commission européenne et le Conseil qui représente les États. Et donc, jusqu'à présent, personne ne s'était mis d'accord. Là, il y a une avancée, mais cette avancée, elle n'est pas satisfaisante puisque la plupart des membres du groupe LR au Parlement européen ont voté contre, François-Xavier Bellamy a voté contre, puisque certes, il y a un programme qu'ils appellent de filtrage à l'entrée des frontières européennes pour estimer si la personne qui arrive à la frontière peut bénéficier ou pas d'une demande d'asile et l'Union européenne ou les États membres auraient 12 semaines pour se prononcer, c'est quand même important, c'est 3 mois. Mais de l'autre côté, vous avez le principe de la relocalisation. Ce principe est le suivant. Des pays comme la France et l'Allemagne devraient prendre en charge une partie des migrants qui sont arrivés en Italie et en Grèce. Et s'ils ne prennent pas en charge ces migrants, ils seraient taxés à hauteur de 20 000 euros par migrant non pris, par demandeur d'asile. Donc vous voyez que le système n'est pas très satisfaisant. Le système ne fonctionne que lorsqu'un pays reste souverain dans l'Union européenne. C'est ce qui s'est passé en 2016. En 2015-2016, l'Union européenne était confrontée à ce même phénomène de migration qu'aujourd'hui en 2022. Ce sont exactement à peu près les mêmes chiffres, autour d'1 million, 1,5 million. L'Allemagne a conclu seule un accord avec la Turquie qui a été entériné le lendemain par les chefs d'État du Conseil européen, mais la France n'était à ce moment-là que spectatrice. Et moyennant le versement de 6 milliards d'euros, la Turquie a accepté de reprendre un certain nombre de migrants, ou en tout cas de ne pas les laisser arriver jusqu'en Grèce. Donc, il y a la possibilité d'arriver à une solution, qu'elle soit française ou européenne. Moi, je considère que par la situation géographique de l'Europe, à mon sens, elle devrait être européenne, mais encore faut-il que les États aient la volonté d'arriver à une coopération réelle. Lorsqu'on parle des chiffres de la Méditerranée, les ONG peuvent très bien rappeler qu'il y a eu 27 000 morts en Méditerranée ces 8 ou 10 dernières années. C'est vrai, mais moi je rappellerai que Frontex, dans le même laps de temps, a sauvé 625 000 personnes. Donc, il y a une migration qui est très importante entre les deux rives de la Méditerranée. Qu'est-ce qu'on fait pour la tarir ? À mon sens, l'Union européenne devrait, et ça vous m'avez demandé des solutions, devrait s'acheminer vers un examen de la demande d'asile, soit à ses frontières, soit encore mieux dans des pays tiers sûrs. Voilà. Ça pourrait être la Tunisie. Là, j'espère que l'Union européenne et la Tunisie vont aboutir à un accord. Mais en tout cas, pour moi, la solution la plus réaliste, c'est de ne pas laisser un demandeur d'asile venir sur le territoire national. Si c'est réellement un demandeur d'asile, il obtiendra son examen à l'extérieur de notre pays, il viendra. S'il a des conditions, on pourra y revenir, l'amélioration des conditions, mais en tout cas, ne pas le laisser rentrer sur le territoire national. Alors, Philippe Fontana, je rappelle le titre de votre livre, La vérité sur le droit d'asile aux éditions de l'Observatoire. Je reviens vers vous, c'est l'heure du bulletin d'Adèle Rosner, puis on continue évidemment à explorer votre livre ensemble. Il y a une place pour nos idées.
Vue de haut. Alors Philippe Fontana, vous parliez évidemment du droit européen, on a parlé évidemment des solutions possibles, et puis il y a aussi une solution possible, c'est que certains pays européens s'en tirent plutôt bien finalement avec leur gestion de l'immigration. On parle notamment beaucoup du Danemark et de l'exception du Danemark dans l'Union européenne, alors que le gouvernement est géré par des sociaux-démocrates. Oui, mais il faut savoir d'où provient cette exception. Je vous rappelle juste qu'il y a eu un traité qui s'appelait le traité de Maastricht, que les Français ont voté en faveur de ce traité, que les Danois n'ont pas voté en faveur de ce traité dans un premier temps, et ils ont négocié avec l'Union européenne des clauses d'exemption par le traité d'Édimbourg, et ensuite, satisfaits de cela, ils ont voté le traité de Maastricht. Pour être clair, les conditions d'exemption, elles visent tout ce qui est affaires intérieures et justice. C'est exactement le droit d'asile. Et donc le Danemark fait ce qu'il veut. Et quand il prend un décret Jewelry Act qui permet à l'État de se saisir de tous les bijoux des demandeurs d'asile à partir de 1 500 € pour garantir leur retour, pour garantir le paiement de leur séjour. Bon, je ne m'imagine pas l'État faire ça en France. Donc oui, le Danemark a une excellente politique d'asile. La Suède a amélioré sa gestion du droit d'asile parce que ce sont des pays, des gouvernements absolument réalistes. Ils sont confrontés à un dévoiement du droit d'asile, ils sont confrontés à une augmentation des volumes, et ils vont regarder la situation en face. En France, c'est tout le contraire. Alors, on va essayer de mettre des rustines, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que la CNDA travaille plus rapidement, mais on ne va pas changer le fond du droit. On ne va pas sortir de ces jurisprudences mortifères de l'Union européenne. La France est condamnée régulièrement parce qu'elle continue à mettre en œuvre des contrôles d'identité sur une bande de 20 km en dessous de ses frontières. Donc il faudrait changer énormément de choses, il faudrait mettre en œuvre des directives de façon un peu plus subtile. Il y a de quoi faire, mais ça exigerait un vrai travail de fond. Et je crains que les gouvernements successifs ne s'y attellent pas. Et oui, il y a une distance notamment avec la législation européenne. Alors vous parliez, on a beaucoup parlé des associations, mais je voulais qu'on revienne un petit peu plus en profondeur là-dessus. On revient sur ce parcours du migrant. C'est vrai que donc, un migrant arrive, notamment donc en France par la Méditerranée. Il y en a en tout cas qui arrivent par la Méditerranée sur des radeaux de fortune. Alors, il y a des associations comme SOS Méditerranée qui font en sorte que ces personnes puissent accéder sur le sol français. Ce sont des associations donc, qui sont subventionnées par l'État, mais qui frôlent souvent l'inégalité en fait. Bon, elles sont subventionnées par tout un tas de collectivités locales en France. Elles ont obtenu un agrément de l'État pour que SOS Méditerranée puisse promouvoir son action dans les lycées en France. Et leur rôle est trouble, c'est-à-dire que, je le dis régulièrement, il existe en fait un drôle d'attelage entre les passeurs et les associations. Les migrants n'arrivent pas comme ça en Europe. Il faut rappeler l'origine des migrants en fonction de leur nationalité. En premier lieu, ce sont des Syriens. Non, pardon, des Afghans. Des Afghans, ensuite vous avez des Bangladais, ensuite vous avez des Turcs, des Géorgiens, des Congolais, des Guinéens, etc. etc. Donc, ces personnes payent des passeurs pour venir jusqu'au rivage de la Méditerranée, de l'autre côté de l'Union européenne. Les passeurs affrètent des navires, et là, c'est vrai qu'il y a un drôle d'attelage, puisque souvent, des associations qui ont affrété des cargos, comme Ocean Viking, eh bien, elles viennent quasiment au bord des eaux territoriales maritimes libyennes pour prendre en charge des barques, des esquifs, des navires qui sont surpeuplés de migrants. Mais les associations n'affrètent pas ces navires qui sont affrétés
par les passeurs. des passeurs, mais il n'empêche qu'elle les attend. Donc il y a Frontex, je vous le disais, de taxi des mers. Frontex, elle aussi, est en position d'accueillir tous ces migrants. Et c'est dramatique parce qu'on est particulièrement dans l'optique de l'éthique de conviction et de l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, c'est le fait pour ces associations d'aller chercher des migrants parce qu'elles estiment qu'elles leur rendent service, parce qu'ils vont disposer d'un meilleur futur dans l'Union européenne que dans leur pays d'origine. Et après, c'est vrai que le demandeur d'asile, dans un premier temps, et le réfugié, c'est lorsqu'il obtient l'obtention du droit d'asile, le réfugié va pouvoir faire venir toute sa famille sans aucune condition, contrairement à l'immigration autre en France. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir un transfert de population importante, pas grand-chose par rapport aux 30 millions de réfugiés dans le monde, pas grand-chose par rapport aux 100 millions de déracinés dans le monde. Mais il faut savoir ce que Michel Rocard, il faut se souvenir de ce que Michel Rocard avait dit il y a 33 ans. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et comme par hasard, il évoquait cette phrase, et je rappelle dans mon livre, à l'occasion de l'asile. Parce que déjà dans les années 80, il y avait eu un dévoiement important du droit d'asile. Alors, ces associations, notamment SOS Méditerranée, elles permettent à ces migrants donc de venir sur le sol français. Ils sont sur le sol français, et vous l'avez dit, avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et puis avec la Cour nationale du droit d'asile, ils ont un statut légal en France. En tout cas, ils font une demande. Le temps de l'instruction. En fait, c'est ça qu'il faut bien que nos auditeurs comprennent. Le temps de l'instruction qui va durer entre l'OFPRA et la CNDA à peu près 15 mois, le demandeur d'asile, même si son dossier est totalement vide, j'allais employer un autre mot, eh bien, il bénéficie d'un séjour légal en France. Je reviens au rôle des associations. Le demandeur d'asile va être logé, et qui s'occupe du logement, c'est une association qui est subventionnée pour cela par l'État. Donc l'association, elle va aider la rédaction du discours du migrant, du demandeur d'asile qui va être reçu par l'OFPRA. Auparavant, l'OFPRA, il y a une vingtaine d'années, ne recevait pas, elle ne travaillait que sur dossier. Maintenant, le demandeur d'asile se rend à l'OFPRA, il a un entretien avec un officier de protection. Il peut être accompagné d'un membre d'une association ou d'un avocat. Généralement, c'est un membre d'une association. Et donc, l'association, elle va être derrière lui, elle va lui tenir la main jusqu'au bout, jusqu'au moment où il va peut-être faire un recours devant la CNDA, jusqu'au moment où il va passer d'un système d'hébergement pour le demandeur d'asile à un système d'hébergement d'urgence. Alors, je vais vous donner les chiffres. Le système d'hébergement pour les demandeurs d'asile, c'est 100 000 places. Ça a été augmenté de façon considérable. Et le système d'hébergement pour, on va dire, les déboutés du droit d'asile, qui se confond avec le système d'hébergement des sans-abri, c'est 220 000 places. Donc, les chiffres ont explosé. Il y avait une soixantaine de CADA au début des années 2000, il y en a 350 aujourd'hui. Et la difficulté, c'est que l'impuissance de l'État va l'amener à diffuser les CADA sur l'ensemble du territoire français. C'est-à-dire que vous aviez la plupart du temps des demandeurs d'asile qui étaient logés en Île-de-France, avec des camps de tentes lorsque le système était arrivé à saturation, que ce soit le premier système d'hébergement ou le système d'urgence. Eh bien là, il va saupoudrer l'ensemble du territoire national. C'est aussi une forme de la relocalisation. C'est-à-dire le demandeur d'asile qui ne peut pas être accueilli en Italie va être accueilli à Angers, il va être accueilli à Saint-Brévin, il va être accueilli un peu partout. Et c'est là où c'est vrai que la population française, pour la plupart des gens, l'asile, c'est totalement abscon. L'asile, c'est une belle chose, l'asile, c'est Romain Gary, l'asile, c'est un certain nombre de figures qui ont irrigué notre si joli pays, mais on en est un peu resté là-dessus, vous voyez. Et les associations jouent beaucoup sur ce souvenir, elles jouent beaucoup sur le fait, sur son caractère sacré qui est induit dans notre pays. Ça fait quand même des milliers d'années
que le caractère sacré de l'asile est reconnu. Et donc, elles vont jouer sur cet esprit un peu où on va forcer les Français à considérer qu'il n'y a pas de dévoiement du droit d'asile. Alors justement, moi je démontre qu'il y a ce véritable dévoiement du droit d'asile, je démontre quelles sont les responsabilités, associations, État, et j'essaye de démontrer aux uns et aux autres la réalité du système, en ayant mené, non pas une enquête, mais en ayant petit à petit décrit de l'arrivée jusqu'au retour exceptionnel d'un demandeur d'asile dans son pays. Voilà. Donc encore une fois, moi ce qui m'interpelle, c'est l'importance du volume. 1600 demandeurs d'asile en 1973, 156 000 aujourd'hui, 200 000 attendus en 2023, et surtout le fait que de plus en plus de personnes qui demandent d'asile vont l'obtenir. Voilà, on est passé de 10-20% avec les recours de la CNDA à 60% aujourd'hui. À 40%, pardon. 40% l'obtiennent et 60% sont déboutés. Donc vous l'avez dit, avec la complicité d'associations qui font passer ces migrants, puis l'État qui fait en sorte que ces migrants puissent rester, puis des associations qui les logent. Mais alors tout ça, combien ça nous coûte, Philippe Fontana, ce droit d'asile? Vous l'estimez à 1 milliard d'euros. Oula, 1 milliard d'euros seulement pour l'hébergement des demandeurs d'asile. Plus 1 milliard, 1 milliard 2, 3 milliards pour l'hébergement d'urgence. Donc, les sommes sont devenues très importantes aujourd'hui. Parce que combien coûte un réfugié quand il reste sur le sol français? Combien il reçoit d'argent par mois? Pour un couple qui n'est pas logé dans un CADA, c'est 900 euros. Et une chambre d'hôtel aujourd'hui, c'est le coût est autour de 40 à 50 euros. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, il n'y avait pas d'hôtel, pas de chambre d'hôtel pour les demandeurs d'asile. Et aujourd'hui, c'est une part qui est très importante, parce que l'État joue là-dessus. Comme il n'y a pas assez de CADA, comme il n'y a pas assez d'hébergement pour la demande d'asile, eh bien, il va jouer sur le fait qu'il va réquisitionner des hôtels. Et là où ça va devenir compliqué, c'est au moment des Jeux Olympiques, où les hôtels vont devoir recourir à des touristes. Là encore, le coût, il faudrait faire une étude vraiment très qualitative. Il y a des réseaux d'Albanais, des réseaux de Géorgiens qui sont venus en France se faire soigner sous couvert du droit d'asile. Et il faut savoir que le demandeur d'asile, au bout de 3 mois, il passe de l'aide médicale d'État au PUMA, c'est-à-dire c'est le système d'assurance maladie comme vous et moi. Donc là, il a droit au bénéfice de tout notre système de santé. Et c'est vrai qu'il y a certains hôpitaux qui sont saturés parce qu'il y a des demandeurs d'asile qui se font soigner pour des pathologies extrêmement graves en France, et même s'ils n'ont pas obtenu le bénéfice de l'asile en France, au moins ils auront été soignés pendant l'année et demie, voire les 2 années, où ils vont résider de façon régulière en France. Donc c'est vrai que la santé, l'hébergement, l'aide qu'on leur donne de façon pécuniaire, c'est vrai que c'est un système qui nous coûte beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il y a plus de 500 000 bénéficiaires de la demande d'asile. Donc, il y a plus de 500 000 réfugiés qui sont gérés par l'OFPRA, parce que c'est l'état civil des réfugiés qui est géré par l'OFPRA. Donc, en fait, il y a ce miroir qui nous renvoie à notre difficulté lorsqu'on examine les réfugiés ukrainiens. D'abord, ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des réfugiés, comme disent les gens d'extrême gauche, EES, c'est-à-dire ce sont des femmes. Et surtout, ces femmes, puisque leurs maris combattent contre l'agression de leurs voisins, eh bien, ces femmes ont toujours l'espoir de revenir. L'asile, c'est pas la permanence. L'asile, c'est temporaire. L'asile, c'est une situation de précarité où vous venez toquer à la porte de la France, théoriquement, parce que vous avez des liens avec elle. Moi, je suis toujours sidéré lorsque je vois qu'on a accueilli des centaines et des centaines de milliers d'Afghans sur notre territoire. Mais quel est notre lien, à part nos 90 morts en Afghanistan, quel est notre lien avec l'Afghanistan? Aucun. Ouais. Or, sur la route,
entre l'Afghanistan et la France, vous avez des dizaines d'États qui sont des États sûrs. Pourquoi les Afghans ne demandent-ils pas l'asile dans ces États-là? C'est ça la question que je me pose. Oui, il y a une pompe aspirante de la part de la France, notamment, qui est, comme c'est le pays des droits de l'homme, le pays de l'égalité, il y a aussi ça, il y a aussi la réputation que nous avons à l'international qui joue. Mais c'est un faux pays des droits de l'homme d'accepter que le système soit dévoyé. En fait, l'asile pour celui qui aime la France, oui. L'asile pour celui qui est vraiment persécuté, oui. L'asile pour un Syrien qui est victime d'un bombardement à Alep, moi je m'interroge. Donc je pense qu'il faudrait vraiment changer ce système en profondeur. Et justement, je voulais vous parler de dernière conséquence, c'est le lien qu'on fait entre le droit d'asile, enfin les migrants, les sans-papiers, et aussi la délinquance et l'insécurité. On a parlé notamment beaucoup du drame qui s'est passé à Annecy de ce réfugié syrien, et puis aussi de l'explosion de la délinquance dans certaines villes comme Nantes. Forcément, des populations qui arrivent, qui n'ont pas de travail, qui sont légalement sur le territoire grâce aux associations puis à l'État, et finalement, ils ne peuvent que, enfin, pour certains, tomber dans la délinquance. Oui, c'est bien de dire pour certains, oui, bien mais sûr. Le désœuvrement entraîne justement cette catégorie de population qui tourne en rond pendant un minimum 6 mois dans son CADA. Ça peut les inciter à commettre des actes de délinquance sur la voie publique. D'abord, c'est pas moi qui le dis, c'est l'adjoint socialiste au maire de Nantes qui l'a dit en septembre 2020. Il a lié l'augmentation de la délinquance à Nantes à l'augmentation de la demande d'asile à Nantes. C'est pas moi qui le fais. Ensuite, c'est pas moi qui pourrais rappeler qu'il y a eu exactement un an, en juillet 2022, un demandeur d'asile à Angers. Il me semble qu'il était soudanais. Il venait d'être... on le suspectait d'avoir commis des agressions sexuelles sur 2 fillettes. Eh bien, il a tué 3 personnes. 3 personnes d'origines diverses et variées. Il me semble que c'était des rugbymen. Il les a tués, vous imaginez. Donc, ne serait-ce que pour la famille de ces 3 victimes de ce demandeur d'asile, eh bien, il est vrai qu'on devrait considérablement durcir les conditions de la demande et de l'accueil des fameux demandeurs d'asile. Moi, je le répète, la demande d'asile, elle doit se faire à la frontière. Comme elle ne peut pas se faire à la frontière française, elle doit se faire à la frontière européenne. Et s'il le fallait, voilà, et s'il le fallait, il faudrait revenir à la rigueur à une souveraineté de nos frontières. Mais ça, c'est en dernier ressort. Mais encore faut-il que les Français le veuillent. Merci Philippe Fontana. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Je rappelle le titre de votre livre, La vérité sur le droit d'asile, aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous.